L'hiver de Paris était implacable. Le vent froid a soufflé dans les rues de Montmartre, portant l'odeur de la pluie et de la nostalgie. Les lumières des cafés et des bistrots ont illuminé les trottoirs humides, tandis que peu de piétons se précipitaient, se rétrécissent dans leurs manteaux. Parmi eux se trouvaient Héloïse et Marc, un humble couple qui a eu du mal à survivre dans une ville où vivaient le luxe et la pauvreté. Héloïse a travaillé comme serveuse dans un petit café près de Sacré-Cœur, tandis que Marc a fait des buses de charpentier. L'argent était toujours court, mais ils partageaient quelque chose qui les a gardés forts. Un véritable amour et le rêve de former une journée, une famille. Cependant, le destin semblait avoir d'autres plans. Après des années à essayer d'avoir des enfants, Héloïse a reçu la nouvelle dévastatrice qu'il ne pouvait pas tomber enceinte. Depuis lors, un vide l'a repris, rendant ses jours plus lourds et les nuits les plus longues. Cette nuit froide, alors qu'il revenait du travail, il passait un petit carré silencieux. Les arbres sans feuilles secouaient sous le vent, et le bruit du vent se mêlait à un bruit presque imperceptible, un cri faible et intermittent. Héloïse s'arrêta soudainement. « Avez-vous entendu cela ?» demanda-t-il, serrant le bras de Marc. Il fronça les sourcils et regarda autour de lui. Le cri provenait de l'un des bancs en bois près de l'ancien carrousel handicapé. Les deux y ont couru et à la lumière jaunâtre d'un poteau ont trouvé un petit bébé enveloppé dans une couverture bleue fanée. Héloïse a conduit ses mains à sa bouche, incrédule. Le bébé était minuscule, sa peau pâle contraste avec l'obscurité autour. Ses yeux étaient fermés, mais le cri doux a dénoncé le froid qui le punissait. À côté de lui, un billet écrasé, écrit à la hâte. Marc a pris le morceau de papier et a lu à haute voix, avec une voix tremblante, « Je suis désolé, je n'ai pas le cuisse, prenez soin de lui, donnez qu'une vie meilleure tâte la mienne, il s'appelle Louis, je suis désolé, je n'ai pas le choix. Prenez soin de lui, donnez-lui une vie meilleure que la mienne. Son nom est Louis. » Le silence s'est installé. Le cœur d'Héloïse se serra. Qui aurait pu abandonner un bébé de cette façon? Qu'est-ce que cette mère était allée prendre cette décision désespérée? Sans hésitation, elle a pris l'enfant dans ses bras, sentant la chaleur faible de son petit corps contre sa poitrine. « Nous ne pouvons pas le laisser ici. » Sa voix est sortie ferme, déterminée. Marc a hésité une seconde, mais quand il a vu le regard de sa femme, je savais qu'il n'y avait pas d'autre choix. À partir de ce moment, leur vie ne serait plus jamais la même. Le froid pointu de la nuit semblait encore plus intense maintenant qu'Héloïse tenait le bébé dans ses bras. La petite créature était faible, ses pleurs avaient diminué et son petit corps tremblait légèrement. Marc a retiré l'écharpe qu'il portait et a encore impliqué le petit, essayant de le protéger du froid. « Nous devons le ramener à la maison », a déclaré Héloïse, avec des yeux larmoyants. « Il ne résistera pas à cette température. » Marc hocha la tête, bien qu'il savait que cette décision pourrait avoir des conséquences. Que diraient les autorités? Seraient-ils accusés de quelque chose? Devraient-ils appeler la police? Mais en regardant sa femme, il a vu la tendresse et la protection dans son regard. Elle avait déjà décidé. Ils ont traversé les rues sombres jusqu'à ce qu'ils atteignent le petit appartement qu'ils partageaient à Belleville, un quartier modeste de Paris, loin du glamour des avenues principales. C'était un appartement simple avec peu de meubles et une petite cuisine, mais c'était confortable et surtout, c'était une maison. Dès qu'ils sont entrés, Héloïse a couru vers la table de la cuisine et a posé le bébé sur une serviette douce. Little Louis a à peine bougé et elle a commencé à enlever doucement les vêtements froids. « Il a si froid », murmura-t-il. Marc a allumé sa vieille serre dans le coin de sa chambre et a pris une couverture en laine. Alors que Héloïse enroula le bébé d'amour, il a ramassé le billet écrasé et l'a relié plusieurs fois, comme s'il essayait de trouver quelque chose de plus caché entre ses mots précipités. « Qui l'a laissé là ?» demanda Marc, rompant le silence. Héloïse n'a pas répondu immédiatement. Il était concentré sur le bébé qui a maintenant légèrement aspiré la pointe de mon propre doigt, une réflexion automatique de la faim. « Qui est ?» dit-elle finalement, avec un ton de tristesse. Elle avait désespérément besoin d'aide. Marc a regardé sa femme. La douleur dans sa voix était évidente. Ils avaient eux-mêmes souhaité un fils, et maintenant,
Par une ironie du destin, un bébé avait été placé sur son chemin. Nous devons le nourrir, a-t-il dit, essayant de nous concentrer sur la partie pratique de la situation. Je peux obtenir du lait du marché des 24 heures, a déclaré Héloïse, prenant déjà son manteau. Non, je le ferai. Vous restez ici avec lui. Marc s'est précipité, laissant Héloïse seule avec le bébé. Assis à côté de la table, elle a regardé Little Louis, qui semblait maintenant un peu plus détendu. Ses paupières flottaient légèrement, et il avait une expression tranquille, même après tout ce qui s'était passé cette nuit-là. « Qui êtes-vous, petit ?» chuchota-t-il, passant ses doigts sur le visage délicat de l'enfant. « Qu'est-il arrivé à ta mère ?» Le silence de la nuit était la seule réponse. Lorsque Marc est revenu, il avait une petite bouteille et une boîte de lait. Héloïse a préparé la nourriture à la hâte et dès que le liquide chaud a touché les lèvres du bébé, il a sucé fort, comme s'il avait faim pendant longtemps. « Il a faim », dit Marc en regardant attentivement. « Et la peur », ajouta Héloïse, caressant les quelques cheveux sur la tête du bébé. « Mais maintenant c'est sûr. » Marc prit une profonde inspiration. La responsabilité de prendre soin d'un enfant était énorme. Devrait-il appeler la police, emmener le bébé à l'hôpital, chercher quelqu'un qu'il connaissait? « Qu'allons-nous faire, Héloïse ?» a-t-il demandé, avec un regard incertain. Elle hésita un instant, puis le regarda avec une fermeté que Marc connaissait bien. « Prenons soin de lui. » Le poids de ces mots s'est arrêté dans l'air. Leur vie ne serait plus jamais la même. Cette nuit-là, aucun n'a réussi à dormir correctement. L'appartement avait l'air plus chaud, mais pas à cause de la vieille serre en fer que Marc avait tournée. C'est la présence de Little Louis qui a tout changé. Allongé sur un panier de fortune avec des couvertures, le bébé dormait tranquillement, comme si elle était finalement en sécurité. Héloïse, allongée à côté de Marc, garda les yeux ouverts, fixés au plafond. Le cœur était toujours accéléré. Tout semblait être un rêve éloigné et irréel. « Êtes-vous toujours éveillé ?» La voix de Marc sonnait bas dans le noir. « Comment pourrais-je dormir ?» répondit-elle, se tournant sur le côté pour lui faire face. « Il y a un bébé d'or dans notre cuisine, Marc. » Il poussa un soupir fatigué. « Je sais. Et demain, que ferons-nous ?» La question s'est arrêtée dans les airs. Héloïse savait que la bonne décision serait d'appeler les autorités, de signaler l'affaire et de donner le bébé au système d'adoption. Mais seule l'idée de le faire l'a fait diminuer avec l'angoisse. Après des années à souhaiter un enfant et à écouter les médecins impossibles, la vie en avait maintenant mis une dans ses bras. Serait-il juste de le laisser partir? « Je ne sais pas », murmura-t-il. Marc a remarqué l'hésitation dans sa voix et a tendu la main, la tenant affectueusement. « Je te connais, Héloïse. Vous avez déjà décidé, non ?» Elle était silencieuse un instant. « Et si c'est un signe, Marc ?» Il a finalement dit que sa voix était chargée d'émotion, et s'il devait être le nôtre. Marc la regarda dans le noir. Il savait à quel point il souffrait du vide de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Il savait à quel point elle avait prié, pleuré et coupable. La voyant maintenant, si pleine d'espoir et effrayée en même temps, son cœur s'est cassé. « Mais que se passe-t-il si sa mère revient ?» il a demandé. « Et si elle ne revient pas ?» a rapporté Héloïse. Il s'est retrouvé avec une note, Marc. Qui fait cela qui s'éloigne de quelque chose ou pense qu'il n'y a pas d'autre choix? Marc soupira à nouveau. C'était fou, mais en même temps, il ressentait quelque chose de différent. Une chaleur étrange à l'intérieur de sa poitrine, comme si, un instant, il avait senti que c'était juste. « Attendons l'aube », a-t-il dit. « Nous allons donc résoudre ce qu'il faut faire. » Le lendemain matin, les rayons faibles du soleil ont envahi le petit appartement lorsque Louis a commencé à pleurer doucement, réveillant les deux. Héloïse se leva rapidement, ramassant le bébé dans ses bras et le tapissant d'amour. « Chut, ça va, mon petit, ça va. » Marc a regardé la scène, voyant comment sa femme tenait naturellement l'enfant, comme si elle avait été faite pour cela. Quelque chose en lui a commencé à se rendre. Après avoir à nouveau nourri Louis, Marc a suggéré qu'il se rende sur le marché pour acheter des choses de base pour prendre soin de lui. Couches, vêtements chauds, une sorte de savon adapté au bébé. Sur le chemin, Héloïse a remarqué des regards curieux et suspects.
Après tout, personne dans le quartier ne les connaissait en tant que parents. Nous devons être discrets, murmura-t-elle à Marc en passant une femme qui les regardait de haut en bas. Je sais. Mais combien de temps, Héloïse? Un enfant ne peut pas simplement apparaître sans que personne ne s'en rende compte. Elle a serré le bébé contre sa poitrine et n'a pas répondu. Dans les jours suivants, Louis est devenu le centre de tout. Chaque petite routine a été ajustée pour s'en occuper. Le bébé dormait mieux, pleura moins et commença à réagir au visage de Marc et Héloïse, en particulier à son sourire. Mais le doute pendait toujours sur le couple. Un matin, alors qu'il prenait un café et regardait Louis dormir, Marc a rompu le silence. « Nous devons savoir d'où il vient. » Héloïse fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire qu'avant de prendre une décision, nous devrions essayer de découvrir ce qui est arrivé à sa mère. » Elle hésita. « Et si nous trouvons quelque chose qui nous oblige à le livrer? Et si nous trouvons quelque chose qui nous aide à vous protéger ?» Les deux ont été regardés pendant de longues secondes. Héloïse prit une profonde inspiration et hocha la tête. Par où commencer? Marc a repris la note et a relié les mots. Son nom peut se cacher ici. Peut-être quelque chose dans les paroles. Ou nous pouvons demander autour de vous, voir si quelqu'un a vu quelque chose ce soir-là. Héloïse sentit un frisson à travers son corps. Ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait tout changer. Cet après-midi, après avoir endormi Louis dans le petit berceau de fortune près du lit, Marc et Héloïse ont décidé d'agir. Le premier morceau qu'ils avaient était le billet lui-même. La calligraphie semblait trembler, comme si elle avait été écrite à la hâte, mais toujours lisible. Marc savait qu'à la boulangerie Corner, Madame Fournier, la dame qui travaillait à la caissière depuis des années, connaît pratiquement tout le monde dans le quartier. Si quelqu'un avait vu quelque chose d'inhabituel cette nuit-là, elle le saurait probablement. Ils sont entrés dans la boulangerie sous le son de la cloche suspendue à la porte. L'odeur du pain fraîchement malade du four et du café chaud planait dans les airs. Madame Fournier était derrière le comptoir, organisant des croissants sur un plateau. Elle leva les yeux et sourit pour voir Héloïse. « Ah, ma chérie, quelle surprise! Êtes-vous venue prendre votre café comme d'habitude? En fait, nous sommes venus demander quelque chose, Madame Fournier, » a déclaré Héloïse, essayant de garder sa voix calmement. « Qu'est-ce que c'est, chérie ?» Marc a enlevé son billet de poche et l'a prolongé à sa femme. Hier soir, quelqu'un a laissé un bébé sur la place près du carrousel. Nous avons trouvé ce billet avec. Avez-vous vu quelque chose d'étrange ce soir-là? Vous avez ajusté les lunettes et pris le papier délicatement. Ses yeux passaient à travers les mots et pendant un moment, son expression a changé. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle, amenant sa main à sa bouche. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Marc, sentant son cœur accélérer. Madame Fournier cligna des yeux à quelques reprises, puis les regarda tous les deux, comme s'ils étaient hésitants à parler. Je ne suis pas sûr, mais je pense que je connais cette calligraphie. » Héloïse tenait fermement le bras de son mari. « Qui est-ce? Vous avez regardé autour de vous en vous assurant que personne d'autre ne les entend. Je pense que c'est une jeune fille nommée Claire. Elle venait ici presque tous les jours pour acheter un pain simple et un petit café. Cela semblait toujours pressé, nerveux. Et il y a quelques semaines, elle a commencé à apparaître avec un ventre arrondi. Elle était enceinte. Le cœur d'Héloïse a tiré. « Savez-vous où elle vit? » « Non, cher. Mais une fois, elle l'a entendu commenter une petite pièce louée près de la station de métro de Belleville. » Marc et Héloïse ont échangé des regards. C'était plus qu'une piste. « Merci, Madame Fournier, » dit Marc, serrant la main de la femme avec gratitude. Ils ont rapidement quitté la boulangerie, le billet toujours entre les mains. Ils ont marché ensemble dans les rues jusqu'à la gare de Belleville, où les maisons étaient les plus modestes et de nombreuses chambres ont été louées à des étudiants et des travailleurs à faible revenu. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Héloïse, serrant son propre corps pour se protéger du froid. Marc regarda les portes étroites des anciens bâtiments. « Demandons. Quelqu'un devrait savoir qui est Claire. » Ils ont passé l'après-midi à frapper de porte à porte, de demander discrètement la fille enceinte.
Beaucoup ne savaient pas qui c'était, mais ensuite, dans le troisième bâtiment qu'ils ont visité, une femme âgée qui a fumé sur le porche au premier étage a haussé un sourcil lorsqu'il a entendu le nom. Claire? Oui, elle a vécu au deuxième étage, mais a disparu il y a 2 jours. Savez-vous où elle est allée? Demanda Héloïse anxieuse. La femme haussa les épaules. Je ne sais pas, mais quand je l'ai vue pour la dernière fois, elle pleurait beaucoup et tenait un petit sac. Il a dit qu'il partait et ne pouvait plus rester ici. Héloïse a ressenti une étanchéité dans la poitrine. Était-elle seule? Ça a toujours été. Je n'ai jamais vu personne lui rendre visite. Marc serra ses lèvres. Claire avait disparu peu de temps après avoir quitté Louis. La question qui restait était « Pourquoi ?» Avant qu'il ne puisse remercier la femme, un bruit est venu de la fin de la rue. Un homme de costume noir a été précipité, regardant les bâtiments comme s'il cherchait quelque chose. Il le regardait comme s'il n'appartenait pas à ce quartier. Héloïse a regardé attentif à l'approche et s'est arrêtée pour parler à un résident. Marc a tiré le bras de sa femme et a chuchoté « Il pose des questions sur Claire ». Héloïse gelée. Qui était cet homme? Et que voulait-il avec Claire? Marc tenait fermement sa main. Je pense que nous entrons dans quelque chose de plus grand que nous ne l'imaginons. Mais une chose était certaine, il ne pouvait plus reculer. La vérité sur Claire et Louis se rapprochait de plus en plus. Marc et Héloïse ont senti un frisson courir leur corps en regardant l'homme noir parler aux résidents du quartier. Son regard était sérieux, ses mouvements calculés. Il tenait un morceau de papier à la main, probablement une image. « Il la cherche », murmura Héloïse. Marc serra la main de sa femme. « Nous devons partir, maintenant ». Les deux sont devenus discrètement et ont commencé à marcher vers la station de métro, essayant de ne pas attirer l'attention. Le cœur d'Héloïse martelait dans la poitrine. Que ferait-il si cet homme était derrière Claire pour des raisons dangereuses? Dès qu'ils ont plié le coin, Marc a regardé en arrière. L'homme parlait maintenant à quelqu'un d'autre, faisant un geste avec impatience. « Il ne nous a pas encore vus », murmura-t-il. « Mais combien de temps ?» demanda Héloïse, inquiète. Ils ont décidé de ramener le métro à la maison. L'itinéraire semblait plus long que jamais. Le silence entre les deux n'a été rempli que par le son du train qui coule sur les voies et le poids des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Quand ils sont arrivés dans le petit appartement, ils sont allés directement au berceau de fortune. Louis dormait tranquillement, son souffle léger. « Il n'a aucune idée de ce qui se passe », a déclaré Héloïse, caressant le visage délicat du bébé. « Et peut-être que c'est mieux ça », a ajouté Marc. Il s'assit à la table et passa ses mains sur son visage, épuisé. « Nous devons décider quoi faire, Héloïse. Nous avons trouvé un indice sur sa mère, mais maintenant, il y a un mystérieux homme à la recherche. Cela ne peut pas être une coïncidence. Je sais, dit-elle en se mordant la lèvre, mais nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Elle s'est levée et a repris la note. Il a observé les mots, l'écriture hâtive. Claire fuyait quelque chose ou quelqu'un. Marc soupira et se tait un instant. Et si cet homme est le père du bébé? Héloïse élargit les yeux. Que veux-tu dire? Pensez-y. Il demande Claire peu de temps après avoir disparu et quitté le bébé. Il essaie peut-être de la trouver et peut-être aussi vouloir trouver Louis. Mais si c'était le père, pourquoi s'enfuirait-elle? Marc n'a pas pu répondre. Cette nuit-là, aucun dormait bien. La possibilité de perdre Louis a serré la poitrine d'Héloïse, mais en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'il découvrait. Le lendemain matin, ils ont décidé qu'ils devaient en savoir plus sur Claire. Si elle était en danger, ils pourraient l'aider. Marc a suggéré qu'il se soit rendu chez le travailleur social du quartier, Madame Dubois, qui a travaillé dans un petit bureau communautaire pour aider les gens dans une situation vulnérable. Si Claire avait vraiment des problèmes, il était possible qu'elle y ait demandé de l'aide. Quand ils sont arrivés au bureau, ils ont trouvé une pièce modeste avec des étagères pleines de pâtes et de papier. Madame Dubois, une femme aux cheveux gris et vigilants, les a accueillis avec un sourire. « Comment puis-je les aider ?» Héloïse a échangé un regard avec Marc avant de répondre « Nous essayons de trouver une jeune fille nommée Claire. Elle a vécu près de la gare de Belleville et pourrait avoir des ennuis.
Avez-vous entendu parler d'elle? Madame Dubois semblait réfléchie pendant un moment. Claire. Claire Martin. Le cœur d'Héloïse a tiré. Oui, le travailleur social soupira et secoua la tête. Claire est venue me voir il y a quelques semaines. Il était désespéré, effrayé. Il a dit qu'il était suivi par quelqu'un et devait disparaître. Marc se pencha en avant, inquiet. Qui était après elle? Madame Dubois a hésité. Elle ne voulait pas dire, mais il a mentionné que le père du bébé n'était pas un homme fiable. Héloïse sentit un froid à travers sa colonne vertébrale. Est-il dangereux? Le travailleur social la regarda directement avec un regard sérieux. Claire a dit que si quelque chose lui arrivait, le bébé ne pouvait pas tomber entre ses mains. Marc et Héloïse ont arrêté leur souffle. L'homme noir. S'il était le père de Louis, alors peut-être que Claire avait fait ce qu'elle avait fait pour sauver la vie de son fils. Et maintenant que l'homme se rapprochait de les trouver, Marc tenait la main d'Héloïse. Nous devons décider quoi faire, mais la décision a déjà été prise. Ils ont dû protéger Louis. Marc et Héloïse ont quitté le bureau de Madame Dubois avec des cœurs lourds. Le vent froid a soufflé dans les rues de Paris, mais le vrai froid était à l'intérieur. La certitude qu'ils étaient impliqués dans quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux qu'ils ne le pensaient. Quand ils sont rentrés chez eux, Héloïse tenait Louis plus fortement contre sa poitrine, comme s'il ne pouvait le protéger de toute menace qu'avec son câlin. « Marc, nous devons faire attention », a-t-elle dit, regardant autour de lui en marchant. « Si cet homme est vraiment dangereux, nous ne pouvons pas lui permettre de trouver Louis. »« Je sais », dit Marc, sa voix tendue, « mais nous ne pouvons pas simplement s'enfuir pour toujours. » S'il nous trouve en premier, les deux étaient silencieux. L'idée d'un étranger frappant à la porte et exigeant le bébé effrayant. Cette nuit-là, Marc a décidé de renforcer les serrures de porte et de garder les fenêtres fermées. Il savait que cela pourrait être une exagération, mais quelque chose en lui a dit qu'il devait être préparé à quoi que ce soit. Alors que Louis dormait, Héloïse était assise sur le lit, serrant les genoux. « Claire va-t-elle bien ?» Marc la regarda et soupira. « Je ne sais pas. Mais si cet homme la cherche, peut-être qu'elle s'enfuit toujours. Et si elle essaie de retourner chercher Louis? » Marc pensa un instant. « Ensuite, nous devrons décider quoi faire. » Le lendemain matin, alors que Marc est sorti pour acheter des produits d'épicerie, Héloïse est restée à la maison avec Louis. Elle changeait les vêtements du bébé lorsqu'elle a entendu 3 coups fermes à la porte. Votre cœur s'est presque arrêté. Elle se leva lentement et se dirigea vers la porte, essayant de ne pas faire de bruit. Par l'œil magique, il a vu une ombre encore dans le couloir. Tenant son souffle, il attendit. Les battements sont revenus. Madame Dubois ?» Il a appelé une voix féminine de l'autre côté. Héloïse fronça les sourcils. Ce n'était pas la voix de l'homme mystérieux. Avec un cœur rapide, il ouvrit attentivement la porte. Devant elle, elle était Claire. La jeune femme avait l'air épuisée, ses cheveux en désordre et les yeux du dos. Ses mains tremblaient et elle avait l'air hésitante, comme si elle ne savait pas si elle devait vraiment être là. « Vous » Héloïse était sans voix. Claire a regardé dans l'appartement et a vu Louis, toujours allongé dans le berceau de fortune. Ses yeux se remplissaient de larmes. « Va-t-il bien ?» Sa voix est sortie tremblante. Héloïse hocha la tête, traitant toujours la situation. « Entrez » dit-il rapidement en tirant la jeune femme et en fermant la porte derrière elle. Claire se dirigea vers le bébé et couvrit sa bouche avec ses mains alors qu'elle le voyait dormir tranquillement. « Je ne voulais pas l'abandonner » a-t-il dit, sa voix en bargot. « Mais je n'avais pas le choix. »« Claire, que se passe-t-il » demanda Héloïse, essayant de rester calme. « Qui est l'homme qui vous cherche ?» Claire avala durement et détourna les yeux. « Il est le père de Louis, mais pas dans le bon sens du terme. » Héloïse sentit un frisson. « Il vous a blessé ?» Claire ferma les yeux et hocha légèrement la tête. « J'ai essayé de m'éloigner de lui pendant des mois. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je savais que je devais disparaître. Il n'accepterait jamais que je reste avec le bébé. C'est un homme puissant avec de l'argent et des contacts. Il me trouverait tôt ou tard. » Héloïse sentit un nœud dans sa gorge. « C'est pourquoi tu as laissé Louis sur la place, pour qu'il n'a pas été trouvé. » Claire hocha la tête, une larme coulant sur son visage. «
Je savais que je ne pouvais pas le protéger seul. Mais maintenant, il est trop proche. Il n'arrêtera jamais de chercher. Héloïse regarda le bébé, puis vers Claire. « Que pouvons-nous faire ?» Claire hésita. « J'ai juste besoin de plus de temps. J'ai besoin de disparaître pour de bon. Et Louis, il a besoin d'être en sécurité. Tu veux que nous prenions soin de lui ?» demanda Héloïse, surprise. La jeune femme regarda ses yeux et prit une profonde inspiration. « Vous êtes de bonnes personnes. Je sais que tu l'aimes, même si tu viens de le rencontrer. Je peux le voir dans vos yeux. » Héloïse sentit sa poitrine se resserrer. « Et s'il découvre qu'il est ici ?» Claire ferma les yeux un instant avant de parler. « Vous devrez donc vous échapper aussi. » Le silence a repris la pièce. Marc est arrivé quelques minutes plus tard, et la surprise sur son visage en voyant Claire était évidente. « Nous devons décider quoi faire », a déclaré Héloïse en regardant son mari. Claire prit une profonde inspiration et dit les mots qui changeraient tout. « Accepteriez-vous d'être ses parents ?» Le monde semblait s'arrêter un instant. Héloïse regarda Louis, si petit, si innocent. Il sentit son cœur réagir avant même son esprit. Marc, à côté d'elle, lui a tenu la main et se serra légèrement. Il connaissait déjà la réponse, mais le danger était toujours là-bas. Et s'il voulait protéger Louis, il devrait agir rapidement. Le silence qui a suivi la question de Claire était écrasant. Marc et Héloïse se sont regardés, traitant le poids de cette décision. Louis dormait tranquillement dans le berceau de fortune, inconscient du tourbillon des émotions qui ont conduit les adultes autour de lui. Être ses parents, Marc répétait dans un murmure, comme si tester les mots dans sa bouche était le seul moyen de les rendre réels. Claire hocha la tête, ses yeux brillants d'anxiété et de désespoir. « S'il est avec moi, il sera trouvé. Et s'il est trouvé, il n'aura jamais la chance d'être un enfant normal, de grandir librement, d'être aimé par ceux qui veulent vraiment son bien. » Héloïse sentit sa poitrine se resserrer. Elle ne connaissait pas toute l'histoire de Claire, mais savait que chaque mot disait était vrai. « Claire, tu es sûre ?» demanda doucement. La jeune femme prit une profonde inspiration et regarda à nouveau Louis. « Quand je l'ai laissé dans cette place, je l'ai fait parce que je savais que je ne pouvais pas le protéger. Mais au moment où j'ai tourné le dos, mon cœur a éclaté. Depuis lors, tout ce que j'ai fait, c'est essayer de savoir s'il allait bien. » « Saviez-vous que nous l'avions pris ?» demanda Marc, fronçant les sourcils. « Oui, je vous ai vu entrer dans l'appartement et je savais qu'il était en sécurité. Mais maintenant, il n'y a pas de temps. L'homme qui me poursuit se rapproche de plus en plus. J'ai besoin de disparaître et Louis a besoin de vous. » Héloïse sentit ses yeux se remplir de larmes. Tout semblait un rêve impossible et en même temps inévitable. « Mais que se passe-t-il s'il nous rencontre ?» a demandé à Marc. Claire serra ses lèvres et enleva une enveloppe froissée de la poche de son manteau. « C'est tout ce que j'ai », a-t-il dit en lui donnant Marc. « Ce sont de faux documents, des dossiers médicaux, un autre certificat de naissance. Si vous acceptez, vous pouvez vous échapper avec lui et commencer une nouvelle vie loin d'ici. » Marc a ouvert l'enveloppe et a retourné les papiers. Le nom de Louis a déjà changé. Un nouveau nom de famille, une nouvelle date de naissance. « C'est très risqué », murmura-t-il. Claire hocha la tête. « Mais c'est le seul moyen. Si vous restez, il sera trouvé. » Héloïse a regardé le bébé, sentant le poids de la décision prendre le dessus sur sa poitrine. Elle passa doucement ses doigts à travers le petit visage de Louis, et à ce moment, savait. Elle l'aimait déjà, comme si c'était son propre fils. « Nous accepterons », a-t-elle dit, sa société vocale. Marc se tourna vers elle, surprise. « Héloïse, je sais que c'est dangereux, Marc, mais regardez-le. Il a besoin de nous. Et au fond, je sais que vous ressentez la même chose. » Marc a regardé sa femme, puis à Claire, et enfin à Louis. Cela a pris une profonde inspiration. « Si nous voulons faire ça, nous devons quitter Paris plus tard ce soir. » Claire acquiesça rapidement. « Je peux vous aider à prendre un train au sud de la France. J'ai un contact qui peut obtenir de faux passeports. Si vous partez maintenant, vous aurez une chance. »« Et toi ?» demanda Héloïse. Claire sourit tristement. « Je ne peux pas dire. Moins vous en savez, mieux c'est. Mais sachez que partout où je suis,
Je prierai toujours pour que vous alliez bien. » L'adieu était court mais douloureux. Claire a tenu Louis dans ses bras pendant un dernier moment, chuchotant des mots que lui seul pouvait entendre. Puis, avec des larmes aux yeux, il le tendit à Héloïse et disparut par la porte, comme un fantôme la nuit. Marc et Héloïse ont rassemblé le petit qu'ils avaient et se taillaient. Ils ont parcouru les rues vides, évitant des regards curieux, ressentant le poids de chaque étape. Lorsqu'ils sont arrivés à la gare, ils ont pris les billets que Claire avait quittés et est monté dans le premier train pour Marseille sans regarder en arrière. Alors que le train coupait le paysage nocturne de la France, Héloïse tenait Louis contre sa poitrine et chuchota « Tu es à nous maintenant !» Marc a passé son bras autour d'elle et pour la première fois depuis des années, il a senti que sa famille était complète. Mais même s'ils essayaient de trouver de l'espoir à l'avenir, ils savaient que le passé les poursuivait toujours. Et ce jour, quelqu'un pourrait venir après Louis. Le train avançait dans l'obscurité de l'aube, coupant les champs silencieux de l'intérieur de la France. La ville de Paris était déjà en retard, mais la peur et l'adrénaline dirigeaient toujours le corps de Marc et Héloïse. Louis dormait tranquillement dans ses bras, inconscient des turbulences qui les entouraient. Le wagon était presque vide, à l'exception d'un couple âgé assis quelques rangées devant et un jeune écouteur près de la fenêtre. Le voyage à Marseille prendrait quelques heures et chaque minute de Paris semblait une petite victoire. Marc regarda autour de lui avec prudence. L'image de l'homme noir était toujours gravée dans son esprit. Savait-il déjà que Claire était dans son appartement? Cherchait-il en ce moment? Héloïse a remarqué l'expression tendue de son mari et a tenu sa main. « Nous sommes loin maintenant », murmura-t-il. « Personne ne sait où nous sommes allés. » Marc serra les lèvres et regarda par la fenêtre. « Pas encore, mais c'est une question de temps. » Héloïse regarda Louis, dormant avec la bouche enthousiaste, les petites mains fermées en poing. Ce qui compte, c'est qu'il est en sécurité. Le train a suivi un voyage all-down. Lorsque le premier rayon de soleil est apparu à l'horizon, Marseille était proche. Le port de la ville est apparu au loin, baigné dans la lumière dorée le matin. Dès qu'ils sont descendus à la gare, Marc a pris les quelques effets personnels qu'ils avaient apportés et guidé Héloïse, évitant d'attirer l'attention. Claire avait mentionné un contact qui pourrait les aider à obtenir de faux documents. Son nom était André, et il les attendait dans un café près de Porto. Le quartier où il se trouvait était plus simple, avec des rues étroites et des vieilles maisons. L'odeur de la mer et du poisson frais s'est mêlée à l'arôme de café nouvellement décédé des boulangeries locales. Ils ont marché rapidement jusqu'à l'adresse indiquée. Le café était petit et discret, avec des tables en bois vieilli et une vitrine pleine de pain et de bonbons typiques. Derrière le comptoir, un homme gris a nettoyé une tasse calmement. Marc s'est approché d'hésiter. « Nous recherchons André. » L'homme leva les yeux et les a analysés pendant un moment. « Êtes-vous les amis de Claire ?» Héloïse hocha la tête. Il a regardé autour de lui et a fait signe pour les suivre. Les trois passaient une porte latérale qui a donné à une petite pièce à l'arrière du café. André ferma la porte et croisa les bras. « Claire m'a averti que tu viendrais. Mais dois-je savoir, êtes-vous vraiment prêt à disparaître ?» Marc et Héloïse se regardèrent. « Si cela signifie garder Louis en sécurité, oui, » a déclaré Marc. André hocha la tête lentement et sorta une épaisse enveloppe d'un tiroir. « Voici vos nouveaux documents. À partir de maintenant, vous êtes Jean et Sophie Moreau. Et il a souligné Louis, s'appelle Gabriel Moreau. » Héloïse a pris les faux passeports avec des mains tremblantes. Il y avait sa nouvelle identité, son nouveau nom. C'était comme s'ils effaçaient leur vie antérieure et partaient de zéro. « Avez-vous de l'argent ?» a demandé André. Marc ouvrit son portefeuille et montrait quelques notes. Mais André secoua la tête. « Ce n'est pas suffisant. Vous devez aller loin. J'ai un bateau qui part demain pour Korsga. Là, vous pouvez être caché pendant un certain temps jusqu'à ce que vous décidiez où aller. »« Korsga ?» Héloïse répétait, surprise. « C'est un endroit sûr. Petit, loin. Personne ne les cherchera là-bas. » Marc prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Droite. Faisons ça. » André les a guidés dans une petite pièce à l'arrière du café où ils pourraient tout passer la nuit. C'était simple.
avec un lit double et un berceau de fortune pour Louis. Repos. Demain soir, ils seront en route pour une nouvelle vie. Quand André est parti, Marc a verrouillé la porte et a laissé échapper une longue inspiration. « Nous faisons vraiment ça », murmura-t-il. Héloïse tenait sa main. « Nous n'avons pas le choix. » Elle regarda Louis, qui commençait à se réveiller, bâillant doucement. « Mais je sais que nous faisons la bonne chose. » Marc l'a tiré dans un câlin. « Alors passons à autre chose, ensemble. » La nuit est tombée rapidement, et le lendemain est passé comme un flou. À 22 heures, André les a guidés à Porto, où un petit bateau de pêche s'attendait. Le moteur ronflait doucement, prêt à partir. Marc a aidé Héloïse à monter à bord alors qu'elle tenait Louis fermement. André leur a remis une dernière enveloppe. « Voici assez d'argent pour commencer la vie en Corsican. Je connais quelqu'un qui peut les aider. » Marc serra la main avec gratitude. « Merci pour tout. » André hocha la tête. « Prenez bien soin du petit. » Le bateau a commencé à s'éloigner du port, coupant les eaux sombres de la Méditerranée. Héloïse regarda en arrière, voyant les lumières de Marseille devenir de plus en plus petites jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Elle regarda Louis et sourit, sentant un mélange de peur et d'espoir. Ils allaient à l'inconnu, mais ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. La traversée méditerranéenne était calme. Le bateau s'est avancé sous un ciel étoilé, coupant les eaux sombres et silencieuses. Marc et Héloïse étaient assis près de la cabine, Gabriel protégé dans leurs bras. L'air maritime était froid, mais la tension à l'intérieur était plus grande que n'importe quelle boîte de nuit. Après quelques heures, les lumières corses ont commencé à apparaître à l'horizon. C'était une île de beauté sauvage, des montagnes couvertes de forêts denses et de petits villages de pêcheurs le long de la côte. Leur destination finale était un petit village nommé Piana, un endroit calme, isolé et loin de tout soupçon. Quand ils sont arrivés dans le petit port, un homme les attendait. André avait mentionné qu'un ami de confiance les aiderait à s'installer et que l'homme ne pouvait être que lui. « Êtes-vous le Moreau ?» a-t-il demandé avec un fort accent. Marc hocha la tête. Oui, l'homme, qui s'est présenté comme Lucas, les a guidés dans des rues étroites dans une maison modeste autour du village. C'était simple mais confortable, avec des murs en pierre et un balcon qui cherchait la mer. « Ici, vous serez en sécurité », a déclaré Lucas, remettant à Marc. « Personne ne pose trop de questions ici. » Marc et Héloïse se regardèrent, soulagés. Après tant de peur, ils avaient finalement une maison. Les premiers jours du Korsga ont été consacrés à l'adaptation à la nouvelle vie. Au cours de la journée, Marc a aidé Lucas à pêcher, tandis qu'Héloïse s'est occupée de Gabriel et a aidé dans la petite boulangerie du village. Ils sont devenus connus sous le nom de Jean et Sophie Moreau, un couple qui avait déménagé sur l'île, à la recherche d'une vie tranquille avec leur fils. Le quartier était accueillant mais réservé. Personne n'a posé beaucoup de questions, et c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Mais même avec le scénario du paradis autour, la peur les hantait toujours. Chaque nuit, avant de se coucher, Marc verrouille les portes et vérifiait les fenêtres. Il savait qu'ils étaient loin, mais que se passe-t-il si l'homme noir les cherchait toujours? Un matin, alors qu'il était à la foire du village, Héloïse a entendu un murmure entre deux femmes. « Avez-vous vu? Il y a un homme étrange à Porto, posant des questions sur les nouveaux arrivants. » Son cœur a tiré. Elle a essayé de rester calme, mais savait que quelque chose n'allait pas. Il est rentré chez lui aussi vite que possible et a trouvé Marc coupant du bois à l'arrière. « Nous devons parler, » a-t-elle dit haletant. Il laissa tomber la hache et nettoya sa sueur du front. Qu'est-ce qu'il y avait? Quelqu'un est à Porto, en interrogeant de nouvelles personnes dans le village. Marc était silencieux un instant, son regard devenant sombre. Ce peut être une coïncidence, et si ce n'est pas le cas, ils se regardèrent et la peur ancienne partageait à nouveau leur sein. La vie qu'ils construisaient pouvait être sur le point de s'effondrer. Ils devaient être préparés. Le soleil se couchait déjà lorsque Marc et Héloïse ont fermé les fenêtres de la maison et ont allumé seulement une petite lampe dans la pièce. Gabriel dormait dans le berceau, respirant doucement, inconscient de la peur qu'il prenait le contrôle de ses parents. « Nous devons savoir qui est à Porto », a déclaré Marc, en croisant les bras.
Et si c'est lui? Demanda Héloïse, sa voix tremblant. Ensuite, nous devons agir avant de nous trouver. Lucas était la seule personne en qui il pouvait faire confiance. Marc est allé chez lui ce soir-là et a expliqué la situation. Le pêcheur entendit en silence, puis hocha la tête. Tôt demain, j'irai à Porto et découvrirai qui est cet homme. Vous restez à la maison et évitez de partir. Le lendemain matin, Marc et Héloïse ont attendu avec anxiété pendant que Lucas se rendait à Porto. Le temps semblait se traîner. À midi, il est revenu. Son expression était fermée, ses yeux chargés de préoccupation. « Vous devez sortir d'ici. » Héloïse sentit un froid frissonner à travers sa colonne vertébrale. « Est-ce » Lucas hésita un instant. « Je ne sais pas si c'est exactement l'homme que vous avez enfui, mais quelqu'un demande un couple avec un bébé. Il se présente en tant qu'enquêteur privé. Il dit qu'il cherche un enfant disparu. » Marc a changé un regard avec Héloïse. « Et les gens du village? Vous avez-vous parlé de nous ?» Lucas soupira. « Certains ont dit qu'un couple français est arrivé il y a quelques mois. Il ne semblait pas très convaincu, mais il enquête. » Héloïse sentit son estomac se retourner. « Que ferons-nous » Lucas regarda autour de lui, comme si elle avait peur que quelqu'un les écoute. « Vous ne pouvez plus rester ici. S'il sait où ils vivent, il peut revenir avec des renforts. » Marc passa sa main sur son visage. « Nous avons besoin d'une issue. » Lucas prit une profonde inspiration et dit les mots qui changeraient tout. « Je reçois un bateau pour que vous partions ce soir. Mais vous devez décider maintenant. » Le silence a repris la pièce. De temps, cela signifiait abandonner tout ce qu'ils avaient construit là-bas, mais rester peut-être encore pire. Héloïse regarda Gabriel, endormi tranquillement. « Nous ne pouvons pas le risquer, » murmura-t-il. Marc hocha la tête. « Alors allons-y. » La nuit était sombre lorsque Marc et Héloïse ont quitté la maison. Gabriel était enveloppé dans une couverture chaude, dormant tranquillement, sans réaliser la tension qui dominait ses parents. Lucas les attendait sur la jetée, avec un petit bateau de pêche prêt à partir. « Tout est prêt ?» demanda Marc, essayant de garder son calme. Lucas agita la tête. « Il n'y a pas longtemps. La mer est calme, mais nous devons sortir bientôt. » Les trois ont grimpé sur le bateau, avec Gabriel en sécurité dans les bras d'Héloïse. Le vent froid lui a battu le visage pendant que Lucas commençait à ramer. Le plan était d'aller sur l'île voisine, où ils pouvaient se cacher pendant un certain temps, jusqu'à ce que la situation se soit calmée. Mais quelque chose n'allait pas. Alors que le bateau coupait l'eau, Marc a regardé en arrière et a remarqué une faible lumière sur la côte. Ce n'était pas une lampe commune du village. C'était une lampe de poche à bascule, se déplaçant rapidement, comme si quelqu'un courait vers la jetée. « Ils le savent », dit doucement Marc. Lucas a arrêté de pagayer un instant et a regardé vers où Marc a souligné. « Je savais que nous n'aurions pas beaucoup de temps. » Mais avant de pouvoir réagir, une voix a crié de la côte. « Ne bouge pas! S'arrête !» C'était un homme avec une lampe de poche forte et il pointait vers le bateau. Marc regarda Héloïse, la peur estampillée sur son visage. « Que faisons-nous maintenant ?» chuchota-t-elle. Lucas a pris un pistolet de sa poche, mais semblait réticent à l'utiliser. « Faisons tout ce qu'il faut. » Mais avant qu'il ne puisse agir, un son du moteur a coupé le silence de la nuit. Venant d'une autre direction, un bateau rapide s'est approché avec deux personnages à capuchon à bord. Marc ne pouvait pas distinguer ces visages, mais savait qu'ils étaient entourés. « Ils nous suivent », a déclaré Lucas, ses yeux se rétrécissant. Le cœur de Marc a accéléré. La situation devenait risquée qu'il ne l'imaginait. Ils étaient sur le point d'être capturés, et maintenant la seule option était de faire face à l'ennemi ou d'essayer de s'échapper. Lucas, avec le courage d'un homme qui avait déjà vu beaucoup dans sa vie, a donné un ordre rapide. « Prenez le bébé et préparez-vous à sauter dans l'eau. Le bateau est trop petit pour les faire face. » Mais avant que quiconque ne puisse réagir, la lumière de la lampe de poche s'est approchée, et l'homme qui s'était crié avant de se positionner près de la bière du quai, maintenant plus visible. Il sourit. « Ce n'est plus nécessaire de courir, mon ami. » Il parlait à Lucas, calmement et en toute confiance. « Je suis juste là pour obtenir ce qui est à moi. » Marc et Héloïse se regardèrent, confus. « Que veux-tu dire ?» demanda Marc, déjà en alerte. L'homme s'approcha
retirant le capot de son manteau. « Je suis le détective qui te cherchait. » Et ce bébé, il a regardé Gabriel, qui était toujours sur les genoux d'Héloïse. « Ce bébé ne manque pas. Il est le fils de Jean-Luc Dufresne. » Le choc a été immédiat. « Jean-Luc Dufresne ?» Marc regarda Héloïse, essayant de traiter ses mots. « Détective Suite, le Seigneur, Marc et toi, Héloïse, ils ont adopté le fils d'un homme très dangereux. L'enfant a été volé. Ce que vous appelez l'évasion est en fait un crime. Et moi, en tant que représentant de la loi, je dois le retourner à son vrai père. Marc a été paralysé. Que se passait-il? C'était tout un cauchemar. Mais le revirement était encore plus inattendu. « Tu as tort », dit Lucas, sa voix ferme. « Cet homme ment. » Le détective se tourna brusquement vers lui. Surprise. « Quoi ?» Lucas a tiré un document de sa poche, un papier âgé. « Ce bébé n'est pas Jean-Luc Dufresne. Il est le fils d'un homme qui est décédé il y a des années. Il n'y a rien qui le lie à lui. C'est un cas de disparition, oui, mais pas comme vous le pensez. » Marc regarda Lucas, ne croyant toujours pas ce qu'il a entendu. Lucas avait la vérité, et le détective avait été manipulé. « Pouvez-vous expliquer ce qui se passe ?» demanda finalement Marc. Lucas s'avança entre Marc et détective. « Je sais d'où vient ce bébé. Il n'appartient pas à Dufresne. Lucas hésita, regardant les deux autres. « Il est le fils d'un homme puissant qui a infiltré nos vies, et ils le veulent. Mais ce ne sont pas des gens de confiance. Ce bébé ne devrait pas aller voir cet homme. » Le détective semblait être sous le choc, mais son expression était plus inquiète qu'autre chose. « Que voulez-vous dire par là ?» Lucas fit une pause. « Cela va bien au-delà d'une simple enquête, et qui est derrière, peut-être que c'est plus dangereux que vous ne le pensez. » Le fort vent nocturne semblait augmenter davantage la tension dans l'air. Le détective était maintenant complètement stupéfait. La vérité de tout ce qui avait été dit n'était pas encore significative dans son esprit. Marc, Héloïse, Lucas et même Gabriel étaient au centre d'un réseau d'erreurs et de manipulations qui commençait à être démêlé. Lucas regarda sérieusement le détective. « Vous ne comprenez pas, l'enfant n'est pas ce que vous pensez. Le vrai mystère n'est pas qui il est, mais qui est vraiment derrière tout. » Le détective, toujours suspect, a abaissé la lampe de poche et a commencé à marcher en rond, essayant d'absorber les mots. « Alors, qui est le vrai responsable de cela ?» demanda-t-il, sa voix tremblant. Lucas prit une profonde inspiration et remetta la course finale. Une vieille lettre qu'il avait trouvée des années plus tôt, alors que l'affaire semblait avoir été résolue. C'était une lettre écrite à la main, adressée à Jean-Luc Dufresne, mais avec un expéditeur complètement inconnu, le Ombre. Il a déplié la lettre avant tout. Cette lettre n'aurait jamais dû être trouvée, mais elle révèle que Dufresne n'a jamais été responsable. Il a été manipulé depuis le début par une organisation qui cherche à tout contrôler, même les enfants nés d'un accord sombre. L'expression du détective a changé. Il commençait maintenant à comprendre la complexité de la situation. « Tu dis que cette organisation, avez-vous manipulé tout cela ?» a-t-il demandé, avec un regard fixe sur la lettre. Lucas agita la tête. « Exactement. Le véritable propriétaire de l'enfant, l'homme derrière Dufresne, est beaucoup plus dangereux. Il est un entrepreneur influent qui, pendant des années, a gardé le contrôle de plusieurs familles puissantes en utilisant des méthodes de chantage et de manipulation. Marc, ne croyant toujours pas, a fait un pas en avant. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Gabriel ? Lucas le regarda avec un visage grave. Cela signifie que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Gabriel, contrairement à ce que tout le monde pensait, n'est pas seulement un bébé perdu. Il est la clé d'une guerre beaucoup plus grande. La lutte pour lui n'est pas seulement pour le sang, mais pour un héritage. Et vous, Marc et Héloïse, êtes les seuls capables de vous protéger maintenant. Le détective a regardé Lucas avec l'expression suspecte. « Comment savez-vous tout cela ?» Lucas hésita un instant avant de regarder directement dans les yeux de l'homme. « Parce que l'organisation, le Ombre, m'a déjà menacé. Ils savent ce que je sais, et ce que je sais, c'est que Gabriel ne devrait pas tomber entre de mauvaises mains. J'ai protégé cet enfant pendant longtemps, et maintenant j'ai besoin que vous le retirez de tout cela. »
Le détective a réussi la tête comme s'il comprenait finalement. Alors que faisons-nous maintenant? Lucas a regardé dans la mer, où le bateau flottait encore dans les eaux calmes. Il savait que le départ de Marc et d'Héloïse était la seule option. Emmenez Gabriel sur le continent, dès que possible. Je m'assurerai que vous ayez toute la protection nécessaire. Il n'y a plus de temps. L'organisation ne s'arrêtera pas avant d'avoir ce que vous voulez. Marc et Héloïse se sont regardés et pendant un moment, le poids de la décision semblait insupportable. Mais avec un échange rapide de regards, ils ont compris ce qui devait être fait. Gabriel devait être protégé à tout prix. Faisons cela, a déclaré Marc avec détermination. Et Lucas, tu as notre gratitude. Lucas hocha la tête, ses yeux sérieux. Maintenant, vous avez une nouvelle voie à suivre. Et Gabriel, ce sera l'avenir, le seul à pouvoir interrompre la puissance de cette organisation. Le lendemain matin, Marc et Héloïse, avec Gabriel toujours dans ses bras, quittent la petite île et se lancèrent sur un bateau vers le continent pour un nouveau départ. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais la décision a été prise. Ils ne pouvaient pas y retourner. Gabriel n'était pas n'importe quel bébé, il était la clé d'un avenir dans lequel la vérité devait être révélée. Le voyage était long et plein d'insécurité, mais au cours des jours, ils ont trouvé la sécurité dans un petit village des montagnes. Ils ont reconstruit leur vie, avec la protection des personnes qui sont devenues leurs alliés. Gabriel s'est éloigné des ombres qui l'ont poursuivi, entouré d'amour et d'espoir. Et en attendant, au fond, Marc et Héloïse savaient que le plus grand défi n'était pas encore venu. La lutte pour révéler la vérité sur l'organisation Le Ombre et s'assurer que personne n'a dû souffrir de ce que Gabriel et tant d'autres personnes ont encore souffert. Les années passent. Gabriel était maintenant un jeune homme intelligent, avec un regard de détermination, toujours à la recherche de la vérité que ses parents lui avaient cachée pendant son enfance. Mais Marc et Héloïse étaient prêts à lui faire face, racontant son histoire parce qu'ils savaient que le bon moment était venu. Le véritable ennemi avait été vaincu, mais l'héritage de son combat continuerait pour toujours. Êtes-vous prêt à découvrir le prochain chapitre de cette histoire? Ne manquez pas les nouvelles révélations qui arrivent. Partagez vos réflexions sur le voyage de Marc, Héloïse et Gabriel dans les commentaires et soyez conscients des prochains épisodes de cette lutte pour la vérité.